Je m'appelle Nina, je joue violon baroque. Dans ce programme, je fais partie du deuxième violon. Euh, Dans cette musique, les violons jouent beaucoup à l'unisson. Donc, on travaille avec le premier violon à jouer la même mélodie. Toi, tu es depuis très longtemps. Oui, c'est vrai. Mais parce qu'on s'est fait inviter, donc ça a commencé avec un stage que Yves animait, et donc il nous a proposé, à mon épouse et à moi, mais mon épouse ne chante plus ici, de participer. Donc voilà, c'est comme ça qu'on est arrivé dans le chœur. Et avec Yves, on a cette grande chance de faire des choses inattendues, des choses qui ne se font nulle part ailleurs, je pense, dans des chœurs amateurs, parce qu'il a le souci de proposer des œuvres qui sont peu jouées, peu connues, ce qui permet aussi de ne pas avoir de comparaison avec des enregistrements d'une perfection absolue. Donc on peut se permettre d'être à notre niveau, qui est, je pense, pas mauvais, mais qui n'est pas non plus professionnel. Oui, et en même temps de le faire vraiment dans le détail et Voilà. d'aller voilà, le faire vraiment correctement. Ça c'est vrai, Je trouve que tout à fait. c'est quand même quelque chose qu'on peut lui rendre, c'est qu'il fait les choses de manière vraiment minutieuse, mais avec amour, enfin, je ne sais pas, c'est vraiment dans la manière dont il dirige, c'est vraiment... Il fait un travail de recherche incroyable, et ça je pense que ça a été évoqué précédemment dans l'anamnèse de l'aventure, c'est que ce travail de recherche ici, évidemment, il est au paroxysme parce qu'on part vraiment d'une partition manuscrite pour faire après une véritable édition. Mais même lorsqu'il a une édition, il va analyser la partition, il va regarder, il va privilégier le texte par exemple, et alors il va vraiment mettre sur le tout ce qui est... Voilà, c'est ça. Ouais. Et il va noter sur les partitions là où on doit mettre les accents, et il sera draconien là-dessus. Voilà. Il a deux dadas, c'est le texte et la justesse. Moi, je m'appelle Laurent Hulsbo, je suis violoniste baroque. J'ai fait ma formation de violon baroque à Bruxelles, au conservatoire flamand, avec Sigvald Keuken. Et donc, tout naturellement, quand on s'est lancé dans la carrière professionnelle, on s'est fort intéressé au patrimoine de nos régions. Et on a eu la chance, à l'époque aussi, on faisait une partie de notre formation au conservatoire de Mons, dans la classe de Guy Vanoise. Et on a, dans le cadre d'un mémoire de fin d'études d'Ingrid Bourgeois, on a réalisé une édition d'une œuvre de Victor Maturin qui se trouve au Fonds Sainte-Élisabeth à Mons. Et sur cet élan, on a créé un ensemble, donc l'ensemble Le Concert Bourgeois, qui porte le nom d'un ensemble qui existait, une société de concert qui existait dans la seconde moitié du XVIIIe à Mons. Et on a approfondi les recherches qu'on avait commencées avec Victor Maturin, et on a découvert des partitions dignes du plus grand intérêt dans le Fonds Sainte-Élisabeth principalement.
Et c'est comme ça qu'on a pris connaissance de l'œuvre de Jean-Michel Cabot, Ingrid et moi fait. On me souvient qu'on a fait beaucoup de photos dans les archives. On a pu disposer d'un support digital, du coup, ce qui est beaucoup plus facile à la maison pour pouvoir faire le travail d'édition critique, parce qu'il y avait plusieurs variantes de chaque manuscrit, donc on les a comparées pour essayer d'avoir le matériel le plus fiable pour l'exécution. Et par la suite, on a eu la chance de le travailler, de l'interpréter, de l'exécuter avec le petit chœur ici, avec Yves. Et donc moi je suis en l'occurrence ici au pupitre de premier violon. Donc c'est une grande chance pour moi de remettre ce programme au pupitre, parce qu'on l'avait déjà interprété il y a 9 ans, en 2014, à Sainte-Élisabeth. Et donc cette œuvre a mûri entre-temps. Souvent quand on ne fait rien, les choses mûrissent toutes seules. Et donc on est arrivé, je trouve, à un résultat de plus en plus convaincant. Et c'est vrai que c'est une musique qui ne se laisse pas facilement approcher, probablement parce qu'il y a 2 siècles qui nous séparent d'elle, et que les usages, les pratiques locales nous sont devenues un peu étrangères. Et donc à force de lire, de relire, de retravailler le texte et de le réexécuter, nous permet de mieux le comprendre et de trouver les finesses qui permettent de le rendre intéressant. Parce que si on joue les notes stricto sensu sans comprendre vraiment ce qu'elle transmet, ou ce que le compositeur a voulu transmettre, et la façon dont il a voulu le transmettre, on passe à côté de quelque chose. Mais donc c'est ça, c'est tout ce travail de réadaptation, de réappropriation du matériel qu'on a fait avec Yves et avec le chœur. Et je trouve qu'on arrive à un très très bon résultat. Et c'est très agréable de travailler à ce projet. À l'époque, on utilisait un logiciel, je ne sais plus lequel, mais qui permet justement d'encoder toutes les voix, d'avoir la partie directrice et d'extraire toutes les parties séparées. Donc c'était assez facile. Une fois qu'on a encodé toutes les partitions, c'est facile à disposer le matériel après, l'arranger, les partitions comme on veut. Il y a juste qu'avec le temps passant et les applications évoluant, le matériel dont je disposais moi n'était plus lisible par l'application que j'avais utilisée à l'époque. Et donc heureusement, dans le chœur, il y a Thierry qui a réussi à reformater, sur une autre application, qui permet de nouveau de pouvoir travailler ce matériel de façon pratique et aisée. Ouais. Oui, donc moi je suis prof d'histoire, ça c'est mon métier, on va dire, à temps plein. Et donc, je suis en plus historien moderniste de formation, donc c'est aussi une période qui m'intéresse. Ici, je peux l'aborder aussi musicalement. Ça, c'est aussi vraiment un aspect intéressant, parce que je pense que cette musique-là, elle a vraiment des qualités. Qu'il faut découvrir, parce que la première fois où j'ai dû me lancer dans le projet, je n'avais que ma voix. Ensuite, on a heureusement donné une partition où j'ai eu la basse continue, et tout de suite, ça prenait beaucoup plus de sens. Au début, je ne savais pas vraiment dans quoi je me lançais. Maintenant, c'est la 4e fois qu'on présente une grosse partie du programme, et donc maintenant, c'est quand même bien rodé. Et on a bien investi la musique, aussi bien d'un point de vue vraiment musical, mais aussi au niveau du texte, au niveau émotif. Donc on est dans un parcours où on peaufine maintenant vraiment l'œuvre de Cabot et des compositeurs ennuyés. Et c'est un plaisir. Voilà. Le problème, c'est la disponibilité, c'est pouvoir se rendre aux archives. J'avais bloqué un jour et on avait sélectionné une œuvre. Et c'est à partir de cette œuvre-là qu'on a récupéré le Célie Narrand qu'on chante aujourd'hui. Et j'ai retranscrit aussi le Deus Refugium, qui n'est pas encore au programme, qui n'a pas été... Il est passé de la partition, il est passé des archives à la partition, mais pas encore de la partition à la...
beaucoup de copies. Ils ne signent pas. Ils ne signent pas. C'est une époque à la seule gloire de Dieu ou à peu près. Donc quand on met le nom, c'est généralement parce que c'est quelqu'un qui a copié. L'auteur ne va pas nécessairement signer à la fin, donc on ne sait pas si c'est un autographe ou pas. Et il y a des envies du cœur d'aller chercher encore d'autres, d'explorer encore d'autres fonds. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, les tournées monstres. Il y a encore énormément. On a à peine touché la surface de l'iceberg. Je crois qu'ici à Mons, le fond est vraiment très intéressant. Si on parle de qualité de musique, il y a une grosse différence entre Cabot et Rousseau. C'est vrai que je suis spécialement touché par la musique de Cabot qui est vraiment très 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 riche. Rousseau, c'est très bien, c'est plus mélodique, mais c'est peut-être plus inégal. C'est plus face à 10, je crois que c'est plus sur l'effet. Plus inégal sur la qualité. Bonjour, je m'appelle Márcio Soares Holanda, je suis brésilien, ça fait plus de 20 ans que j'habite en France en étant spécialiste de musique ancienne. Je chante la voix de haute contre qui est dans la musique baroque française chantée par des ténors aigus. Et c'est aussi la particularité de la musique que nous faisons ici avec Yves et le Petit Cœur. Qui utilise à la place de la voix d'alto des ténors aigus. C'est très exigeant, un peu fatigant, mais ça procure aussi énormément de plaisir parce que ce sont de très belles œuvres et avec des moments très intenses de lyrisme et d'émotion. Eh bien, donc moi je suis rentré dans ce projet en 2012, la première fois. Yves Woyts m'a contacté pour endosser le rôle de basse solo. Ce fut un grand plaisir puisque moi je ne connaissais pas du tout la musique belge du XVIIIe siècle, donc j'ai pu vraiment la découvrir. Ressusciter des œuvres, c'est quand même pas donné, je pense, à tout le monde, donc je me sens privilégié d'avoir pu participer à cette résurrection. C'est vraiment, je crois que c'est assez unique. Je ne sais pas si en Belgique il y a beaucoup de projets similaires, mais en tout cas, moi je n'en ai pas connaissance. Et ici, vraiment, oui, je me sens vraiment privilégié de pouvoir faire partie de ce projet. Comment suis-je arrivé dans l'aventure? C'est par biais des gens qui chantent dans le chœur, qui chantent dans d'autres chœurs et qui ont été en contact avec un ami à Bruxelles. Donc c'était Florence qui, avec Thibault Leenaerts, qui avait chanté ce programme il y a longtemps, m'ont proposé de venir et j'ai commencé à faire à partie de cette aventure de cette musique de Cabot à ce moment-là. Ça représente un intérêt culturel du fait que déjà c'est comment ces gens s'exprimaient à cette époque-là, et c'est dans le coin, donc je trouve que pour la communauté, c'est important de savoir dans quel sens allait la pensée, la réflexion et aussi les émotions de cette époque. Et la musique qui était faite à ce moment-là, ça réfléchit beaucoup sur...
ça dit beaucoup sur tout ça. Donc comment les gens vivaient, de quelle façon. Donc on sait si c'est de la musique qui correspond à la musique faite dans les cours françaises. Donc on sait très bien l'influence que ça peut tenir dans le culturel et dans la vie des gens de ces moments-là. Alors, c'est pas la première fois que je travaille avec des chœurs amateurs. Par contre, ce qui est assez exceptionnel ici, c'est la répétition de projets, d'un même projet en fait, qui est relancé avec un écart de 2-3 ans à chaque fois. Ça, c'est vraiment très chouette de revenir en fait sur des pièces qu'on a déjà chantées et on redécouvre en fait de nouvelles choses. La prononciation qui, par exemple, a été... on se lance dans quelque chose la première fois et puis avec les recherches dans les archives, dans les traités du XVIIIe siècle, on comprend qu'en fait, certains mots, on les prononce pas comme il faut, donc on renouvelle la prononciation. C'est vraiment... voilà. Donc, même quand c'est des œuvres reprises, en réalité, il y a des choses à retrouver et à réinventer. Et ça demande énormément de moyens et aussi des moyens qui soient financiers, que ce soit des moyens aussi humains de travail. Donc chacun s'est investi avec sa façon de faire. Donc beaucoup de gens se sont investis pour pouvoir renaître ces partitions dans les cendres où elles étaient stockées et de remettre d'une façon qu'on puisse le lire et travailler et faire ce concert. Donc ça demande temps, ça demande beaucoup d'efforts. Ça se voit pas. Le but c'est aussi que ça se voit pas quand on fait le concert que tout cet effort était mis là-dessus. Il faut que le concert soit facile, fluide et agréable pour tout le monde. Donc, mais derrière tout ça, pour que ça puisse être aussi fluide et agréable, derrière tout ça, il y a énormément de travail, d'investissement personnel et collectif en même temps. Parfois, l'expression du visage des solistes, c'est la douleur des notes qu'ils doivent le faire. C'est pour rire. Mais bon, bien sûr que oui, parce que tout ça, il faut trouver dans le langage une façon d'exprimer l'émotion la plus proche du texte. Donc l'émotion, il faut décider quelle émotion on veut du texte, on veut souligner et comment et pourquoi. C'est pour ça que c'est important aussi d'avoir un chef. On arrive tous avec nos idées, nos façons de faire, mais quelqu'un qui écoute de l'extérieur, il peut aussi donner la bonne direction pour toutes ces choses-là. Un mot qui doit être souligné plus qu'un autre, une direction d'une phrase, la pensée qu'on doit avoir pendant qu'on fait cette phrase aussi, ça influence aussi la façon de la raconter. Donc c'est important. C'est un mix entre la technicité et puiser chez ses propres émotions quelque chose pour pouvoir être le plus honnête possible sur un gros mensonge qui est une histoire qui n'est pas la nôtre, mais c'est celle qu'on veut raconter. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'écriture. Je me souviens, j'avais étudié la question, il y avait plusieurs jeux de partitions. Est-ce que ce sont les enfants qui s'amusent à réécrire leurs partitions? C'est peut-être possible. Et alors ils se seraient amusés à écrire chacun. Parce qu'à mon avis, le compositeur, il aurait plutôt laissé une directrice. Et si lui avait dirigé, il aurait eu une directrice en main il serait parti avec, et les gosses seraient restés juste avec les copies. Et je crois qu'il y avait des petites mains qui étaient rétribuées pour copier les partitions. Donc, c'est pour ça qu'il termine généralement en disant 130 mesures ou 135 mesures, ce qui laisse penser qu'ils étaient payés à la mesure. Ouais, ou alors d'être sûr que tout est copié le bon nombre de mesures qu'on vérifie après. J'ai un petit peu l'impression qu'ils avaient un petit quelque chose pour avoir copié. Donc ça, c'était une partie des copistes. Et puis on se rend compte qu'il y a des copies qui viennent du musicien qui a copié sa partie pour son usage personnel.
Ça, on se rend compte aussi, d'où la multitude d'écritures qu'il y a. Il n'y a pas nécessairement une équipe de copistes qui faisait ça pour tout le monde. On se rend compte que certains musiciens copiaient pour eux-mêmes. Et là, on se rend compte aussi que il y a différents niveaux d'expertise. Il y en a qui vont vraiment copier minutieusement tout ce que le maître avait écrit. Et il y en a qui connaissent la musique, c'est le cas de le dire. Ils savent que c'est pour eux, ils savent où il faut mettre les ornements, et du coup, ils ne prennent pas la peine de les copier. Ça, on s'en rend compte aussi quand on a les partitions sous la main. Ouais, ça c'est très intéressant aussi parce qu'on se rend compte aussi que les partitions que l'on découvre en manuscrit ou aux archives, qui sont les partitions sur lesquelles les musiciens à l'époque ont travaillé, il n'y a pas d'annotation d'interprétation. Si on devait aujourd'hui nous transmettre les partitions sur lesquelles on travaille, Oui. c'est un... Voilà. Oui, il répétait son crayon. Mais non seulement, je pense que le papier et l'écriture, ça coûtait déjà beaucoup plus que de faire une bête photocopie, de couper, coller, machin. Déjà ça, c'est absolument certain. Et puis il y a plein de choses qu'ils ne devaient pas écrire parce qu'ils savaient comment le faire. Oui. Nous, on est tellement confrontés, il y a tellement de manières de jouer différentes, tellement de techniques différentes qui sont liées à toutes les époques que l'on traverse quand on étudie un répertoire à l'instrument ou au chant, j'imagine que c'est la même chose. Qu'on est obligé d'écrire des coups d'archet, plein d'annotations pour les dynamiques et tout ça, qu'on ne devait pas faire à l'époque. Et donc on a des partitions qui sont beaucoup plus lisibles à l'époque que celles que nous, on va laisser... Tout à fait. Et les seules surannotations, c'est quand on tombe sur, et c'est rare, mais des œuvres qui ont été réinterprétées plus tard. Et alors on se rend compte que c'est du texte du 19e, des choses comme ça, et où il y a eu manifestement des choses qui n'existaient pas à l'époque, mais qui ont été rajoutées. Mais ça reste très rare. Ça reste très rare. Ouais. Mais ce qui est aussi intéressant par rapport aux partitions que l'on a, on aimerait bien étudier la propagation, la distribution, le rayonnement voilà, de l'œuvre, mais c'est très difficile parce qu'il y a tellement de fonds d'archives qui ont disparu aussi. Ouais. Parce qu'on sait qu'il y en a ici, il y a du cabot à Soigny, il y a du cabot à Mons un petit peu, mais on en a trouvé quelques traces à Bruxelles aussi, donc il y a certainement d'autres. Ça a circulé, mais on ne sait pas à quel point ça a circulé. Alors, probablement beaucoup dans le nord de la France aussi, avec lequel le Hainaut actuel entretenait à l'époque beaucoup de relations. Donc il y a énormément de choses à étudier, mais ça demande du temps. Déjà, pour revenir à cabot, l'origine du texte, le texte que l'on chante, là, les 12 vertus de la Vierge, le texte original, on n'a pas retrouvé vraiment de qui il est, d'où il vient. On a retrouvé des livres de l'époque qui utilisent le thème des stellés, des différentes vertus, mais les vertus sont différentes ou dans un autre ordre. Et le texte ne vient pas de ce livre. Donc il reste un mystère sur qui est vraiment ce qu'on appelle le librettiste. Et ce texte qui est très beau, hein, on ne sait pas d'où il vient. Il y a des recherches. On s'est rendu compte que vraisemblablement c'est lié au carme, hein, et un mouvement de contre-réforme pour justement promouvoir le culte de la Vierge et tout ça. Donc on se rend compte que c'est certainement lié à ce mouvement-là, lié à l'ordre des carmes, vraisemblablement en Belgique, mais on n'a pas retrouvé le texte original en dehors de la musique. Donc on ne sait pas qui a écrit ce texte. On le retrouve juste dans les partitions. C'est une œuvre originale, en tout point de vue, vraiment. Parce qu'il y a d'autres cycles de stélés, d'autres formes semblables. Il y a aussi dans les archives intéressant cette sorte de chemin de croix. Oui, il devait y en avoir. Là aussi, c'est parcellaire, ce qui nous reste, il n'y a plus grand-chose, mais on pourrait déjà reconstituer un beau cycle aussi, c'est un cycle de méditation, c'est anonyme ce coup-là. C'est aussi pour un chœur et quelques solistes, 2 violons et orchestre, c'est aussi un truc qu'on pourrait explorer. Et c'est de la musique pour chaque station du chemin de croix, donc voilà. J'ai jamais rencontré ça nulle part ailleurs non plus, donc il y a des trucs intéressants à explorer. Voilà, c'est du travail. On touche juste la surface, le sommet de l'iceberg. Tout à fait. Mais tout ça a été rendu possible aussi déjà au travail en amont par des archivistes dans les années, maintenant ça date. Hein. Tous ceux qui ont pensé préserver ça. Le travail du RISM, c'était dans les années. Ouais. C'est d'ailleurs Anne qui m'avait transmis l'inventaire du fonds Sainte-Élisabeth ici. Et c'était vachement pratique parce que du coup on a pu vraiment éplucher à fond, déjà avant d'aller aux archives, faire un tri parce qu'il y a vraiment énormément. Hein. Je pense que les 2 tiers qui sont aux archives, les 2 tiers des pièces sont anonymes. Donc, et du coup, ça attire moins l'attention, mais il y a des choses très intéressantes là-dedans. Il y a peut-être du cabot, tu vois, parce qu'ici, il n'a pas été signé, on ne sait pas de qui c'est.
Donc mon nom est Guillaume Hubrecht, je suis chanteur professionnel, j'ai un master obtenu à Mons au conservatoire et j'ai commencé à travailler avec Yves avant la pandémie, donc ça date de 2018, dans des projets baroques chaque fois et l'occasion pour moi de rejoindre un ensemble de bons amateurs qui propose une ambiance qui est toujours chouette. En fait, c'est ça, c'est surtout ça la motivation, je dois dire. Au-delà, évidemment, de la qualité et de la recherche aussi que propose Yves, donc dans le travail qui est implémenté dans le travail pratique. Et tout ça est très très chouette. Propose aussi une forme de détente qui est nécessaire, je pense, toujours. Et un esprit de bienveillance qui ne nous emmène pas dans une tension trop grande qui, voilà, je pense parfois dans certains cas, peut nous bloquer. Et moi, personnellement, j'ai trouvé chaque fois cette chose-là très chouette dans les projets proposés par Yves. Donc le programme est un programme baroque, qui fait entrer des pièces locales, dirons-nous. Ça a été quelque part déterré dans les archives, je pense. Mais Yves pourra bien vous en parler. Et donc voilà, c'est des choses qui sont déjà travaillées pour la plupart des solistes. Donc personnellement, je suis là en tant que soliste, chanteur, ténor. Et donc les autres ont fait ce projet il y a quelques années, et le ténor n'étant pas disponible, on m'a donc convié et invité à participer à ce projet. Donc c'est toujours chouette de découvrir et de se lancer comme ça avec Yves, qui est une personne très positive, qui donne de l'énergie et qui fait bien son travail, puisqu'il est documenté, il est historien aussi, donc voilà. C'est quand même un beau passage de venir à Mons pour faire un travail comme ça. C'est bien entouré, dans la bienveillance en plus. Et c'est une musique que j'apprécie beaucoup. C'est un style de musique que je connais particulièrement bien, que je pratique depuis 20 ans. Pas celle de ces compositeurs, mais la musique de la cour de Louis XIV et compagnie. Donc pour moi, c'est juste une question de continuité dans le travail et bien sûr que c'est très plaisant, mais c'est aussi dans la continuité de ce que je fais pendant toute l'année. Je m'appelle Claire de Train. Alors, j'ai souhaité rejoindre le petit chœur du Hainaut parce qu'il est réputé pour sa qualité et son exigence, notamment dans le domaine de la musique baroque. Alors, je suis amatrice de longue date de la musique classique et en particulier de la musique baroque. Ce que j'apprécie particulièrement dans ce chœur, c'est qu'il y a de la rigueur, un souci de recherche de l'excellence tout en gardant du sentiment, de la sensibilité. Et c'est très très agréable de participer à ce genre de projet.
parfois plus difficile d'apprécier les compositeurs et la musique faite là où on est, et plus facile d'admirer celle qui est faite ailleurs. Donc, il faut ouvrir l'esprit et le cœur pour recevoir la musique telle qu'elle est, et après décider si on aime ou on n'aime pas. On a le droit de ne pas l'aimer non plus. Mais c'est bien d'avoir l'esprit ouvert, de ne pas la juger avant de l'avoir écoutée. Et donc se donner le temps et le plaisir d'écouter et de se faire son idée là-dessus. Et on a le plaisir aussi d'avoir pris le temps de travailler nos idées là-dessus, de pouvoir offrir ce qu'on a de mieux chez nous. Et c'est après au public de récupérer ça, et chacun récupère ça de sa façon. Et c'est ça aussi qui est intéressant. Je suis Wannes Cuvelier, je suis bassoniste professionnel. Je joue le basson baroque dans cet orchestre ici. J'ai commencé mes études plutôt avec le moderne et j'ai découvert plus tard le baroque, et finalement c'est la période que je préfère parce que c'est très chantant. Et surtout dans un répertoire comme ça, avec vocal, avec beaucoup de mots, c'est très agréable de jouer dans cette formation. J'avais déjà fait le concert en 2014 et je suis très content de redécouvrir aussi quelques années plus tard la même musique.